Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un entretien avec Rodolphe Carte. Rodolphe, tu vas bien? Ouais, très bien, merci Julien pour ton invitation. Bah, c'est toi qui m'as invité parce que bon, on est dans des locaux bien particuliers, on va pas dire l'emplacement pour des raisons de sécurité. Mais voilà, donc je suis à Paris avec Rodolphe. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas Rodolphe et il va prendre le temps de se présenter parce que Rodolphe, tu as écrit déjà 2 essais qui sont publiés à la Nouvelle Librairie, donc on va avoir l'occasion de revenir sur ces 2 ouvrages parce qu'on peut dire que tu es un jeune écrivain. Et moi, on m'a dit d'ailleurs que tu allais être sûrement une étoile montante du milieu. On verra donc, on mise sur le bon cheval. Donc, Rodolphe, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter à la communauté des barons? Prends ton temps. Alors bien sûr, je m'appelle Rodolphe, je suis originaire d'un petit village de Haute-Savoie, un petit village de moins de 1000 habitants. Aujourd'hui j'habite Paris. Concernant mes études, j'ai fait des études de droit à Lyon 3, que tu connais bien. Ouais, je connais bien. Ouais. Très bonne fac. Exactement, exactement. Après, même avant mes études de droit, je m'étais destiné à la base même aux études d'architecture. D'accord. J'ai fait 1 an à l'école polytechnique de Lausanne, pour ceux qui connaîtront. Bon, après j'ai dû arrêter pour des raisons personnelles et après donc je me suis réorienté sur du droit à Lyon 3. Donc à Lyon 3, voilà, j'ai suivi les cours d'une fac à mon avis qui conserve encore un très bon niveau. Je sais pas ce que tu en as pensé. C'est vrai, non, c'est une fac avec un très bon niveau. Le problème de Lyon 3, c'est que c'est une fac qui se veut un peu parisienne. Oui, tu sais, c'est une fac qui souffre du fait que c'est considéré comme une fac de province et ils veulent à tout prix avoir la reconnaissance. Après, ils ont des très bons professeurs, on va citer les noms, on n'en a rien à foutre. Ils ont David Cumin qui est excellent tu sais, sur tout ce qui est histoire de la guerre. Je vous le conseille d'ailleurs, Histoire de la guerre de David Cumin, c'est un très bon ouvrage. Ils ont aussi tout ce qui est... il y avait Bernard Lugan aussi. Il y avait Bernard Lugan qui a fait ses armes là-bas. Je crois qu'il y avait Gollnisch aussi. Oui, il y avait Gollnisch sur la civilisation japonaise. Exactement. Il y avait Olivier Zajek qui aussi... sur la guerre. Sécurité intérieure, etc. Il y a des très bons masters en fait de sécurité et défense intérieure et internationale. Donc c'est une très bonne faculté. On salue d'ailleurs les barons de la communauté qui sont à Lyon 3. Et donc, à la suite de mes études, je suis retourné en Haute-Savoie chez mes parents, pour des raisons aussi personnelles. Et là, par exemple, j'ai été menuisier charpentier. D'accord. Ce qui est drôle, c'est qu'après mes études, je suis retourné à un métier plutôt manuel. Et même, j'ai aidé un ami à monter sa boîte de ménage à l'époque. Donc, on faisait des déménagements. Donc, aujourd'hui, avant de revenir, parce qu'aujourd'hui, je travaille dans le monde de l'édition, comme ça, j'ai un peu bourlingué, j'ai un peu fait plusieurs métiers. Et aujourd'hui, je travaille dans le monde de l'édition, donc à Paris, et je gravite dans cette sphère un petit peu intellectuelle, si je puis dire, parce que je collabore à diverses revues comme la revue Éléments et aussi la revue Front Populaire. Donc là aussi sur sur 2 points idéologiques, alors qui ont des ponts, mais aussi certaines divergences. Donc voilà, c'est intéressant à ce niveau-là. Ce sera l'occasion d'en parler. C'est intéressant que tu as eu un parcours quand même académique assez sérieux. Tu es passé par Polytechnique, bon, même si tu n'as pas terminé, c'est quand même un gros niveau. Mais en même temps, tu as connu un peu des métiers manuels qui sont considérés comme difficiles. Et je sais de quoi je parle parce que mon père est menuisier, donc c'est pas de la tarte. Tu as l'impression que ça a fait de toi quelqu'un de plus complet aussi parce que souvent on a tendance à dire que les écrivains, parce que tu es écrivain, et on reviendra sur ça tout au long de l'entretien, mais on a tendance à dire que les écrivains, tu sais, ils sont un peu, ils se cachent derrière leur bureau, ils n'ont pas vu vraiment, tu sais... Ils sont dans leur tour d'ivoire. Voilà, ils sont dans leur tour d'ivoire, ce qui est une critique un peu facile aussi, bien parce sûr. qu'à un moment, on ne va pas demander à un gars qui a grandi dans un certain milieu de lui dire, bon, mais tu vas aller à l'usine juste pour voir ce que c'est. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas après tomber dans l'absurdité, mais c'est vrai que toi, au moins, tu as vu à la fois le monde intellectuel, tu gravites encore dedans, mais tu as connu aussi le monde manuel. Donc, est-ce que tu as l'impression que ça fait de toi quelqu'un de plus complet, sans vouloir te jeter des fleurs? Bien sûr. Je viens d'un milieu, on va dire, de classe moyenne déclassée, comme des millions de Français aujourd'hui et de plus en plus, malheureusement. Et moi, par exemple, j'ai pas eu le capital culturel au sein de ma famille. Ça c'est quelque chose, on voit direct une divergence ou un clivage avec les gens justement qui sont nés au sein de familles où il y avait le capital culturel, où on avait une bibliothèque dans le salon. Moi j'ai eu une enfance tout à fait heureuse, bien sûr, des parents aimants, ce genre de choses, mais c'est vrai que le retard culturel parfois il est un peu difficile, et c'est pour ça qu'il y a un roman que j'aime beaucoup qui est Martin Eden de Jack London, qui revient vraiment sur cette sur ce retour ou ce rattrapage qu'on doit faire quand on vient d'un milieu, on va dire
intellectuelle ou culturelle un peu défavorisée. Même si, bon, bien évidemment, il y avait une culture moyenne, comme on le retrouve dans beaucoup de familles françaises aujourd'hui. Et par contre, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai rencontré un professeur dans mon lycée à l'époque, quand j'étais en Haute-Savoie, qui m'a, comment dire, un peu allumé, ou en tout cas qui a mis le feu à certaines braises, et c'était notamment un prof de philosophie. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que ce prof était un professeur de Cagnes Hippocagne à Lyon, et il venait une fois par semaine dans notre classe, dans notre lycée en Haute-Savoie, pour donner des cours de philosophie. Donc on a eu de la chance d'avoir un professeur de qualité, ce qui aujourd'hui dans la France périphérique, on a parfois un peu des difficultés. Ouais. Et la majorité des professeurs de qualité, même si en France périphérique on peut en retrouver bien évidemment, ils ont tendance à se concentrer sur Paris, dans les grands lycées, dans ce genre de choses. Donc là, j'ai eu, comment dire, oui, un déclic avec ce professeur. C'est vraiment ce professeur qui m'a poussé à lire des livres. Moi, avant 16 ans, 18 ans, j'avais lu quasiment aucun livre. Je préférais lire de la BD, des mangas. C'est pour ça qu'aussi, parfois, dans la droite, on peut retrouver une certaine réticence vis-à-vis d'une certaine culture populaire, notamment des mangas. Et moi, j'en viens, j'ai été un grand lecteur. Ce qui est une connerie d'ailleurs. Hein. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Par exemple, moi, je suis un fan inconditionnel de Berserk. Et Berserk, on retrouve véritablement, ne serait-ce que dans les dessins, comment dire, une continuité avec Albert Dürer, avec vraiment les grands graveurs comme ça de l'Europe, les grands artistes de l'Europe. Et si vous prenez les dessins de Berserk, c'est Kentaro Miura qui les dessinait, il y a vraiment une filiation. Et même dans l'idéologie, Miura, c'était vraiment quelqu'un qui s'imprégnait de la civilisation européenne, notamment de la civilisation des chevaliers, ce genre de choses du Moyen-Âge. Donc voilà, ça c'est une petite passerelle et peut-être parfois on a tendance un peu trop vite dans le camp de droite à stigmatiser cette culture populaire. Alors évidemment qu'il y a des côtés assez péjoratifs et négatifs, notamment sur une Disneylandisation un peu de la culture. Et c'est vrai qu'une grande majorité aujourd'hui des Français préfèrent aller à Disneyland qu'au Puy du Fou. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas la renier et qu'on retrouve encore des choses intéressantes dans ce domaine-là. Et donc, comme je te l'ai dit, j'ai eu de la chance de tomber sur ce professeur. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple, Peggy, je sais que dans un texte sur l'argent, il revenait sur cette relation, tu sais, de l'élève au professeur. Oui. Et parfois, quand on n'a pas, comment dire, l'appui au sein de sa famille pour avoir cette montée culturelle ou cette montée comme ça dans la société, et à l'époque, moi, j'ai encore eu la chance de tomber sur une école qui pouvait, extraire un peu la personne de son milieu social de base pour comme ça lui faire découvrir, entre guillemets, d'autres choses et un autre univers culturel. Non, mais tu as tout dit. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle l'habitus. Quand tu nais dans un milieu... alors, c'est un concept que l'on retrouve habituellement à gauche, mais c'est pas parce que c'est un concept qui vient de la gauche que c'est forcément de la merde, qu'il faut le jeter en pâture et dire que ça n'a pas lieu. Mais quand tu nais dans un certain milieu, tu as des codes qui sont juxtaposés à ce milieu en question. Et quand tu vas te retrouver dans un milieu différent du tien, eh bien, tu ne vas pas avoir ces codes et ça va se voir comme né au milieu de la figure. Si par exemple, tu viens d'une famille populaire et que par la force des choses, tu te retrouves invité, je ne sais pas moi, dans un grand bal parisien, tu sais, avec des gens du 16e ou qui sont issus de la noblesse ou de l'aristocratie, ce qu'il en reste, tu me diras, il va y avoir un décalage parce que tu n'as pas accumulé les codes au fur et à mesure de ton évolution, etc. Alors après, tu peux, toi, par la vivacité intellectuelle, etc., acquérir un savoir, notamment par le biais d'Internet, et c'est la grande force d'Internet. Aujourd'hui, Internet te permet de lire des ouvrages gratuitement, de regarder des vidéos, et donc de développer ce savoir-là, qui peut-être a été carencé à un moment donné, mais ça demande une force de caractère que tout le monde n'a pas, et en fait, la plupart de ceux qui sont nés dans un habitus ou dans des familles modestes vont se dire, je suis né dans tel milieu et donc par conséquent je ne vais pas avoir des volontés de m'élever socialement parce qu'il y a un comportement que moi j'ai beaucoup vu dans mon coin, tu sais, je viens d'un coin qui est sinistré un peu économiquement dans le sud. On a tendance à beaucoup parler du nord de la France, tu sais, etc. Mais je viens du sud dans des villes comme, pas loin de villes comme Alès qui ont été des villes très riches, tu sais, d'un point de vue des mines, etc. Mais quand ça s'est cassé la gueule, tout est parti à volo. Et tu vois que certaines personnes ne se sentent pas légitimes et tu sais, ils refusent. Par exemple, même aller au restaurant, etc. Même quand ils ont les moyens, ils se disent « Oula, mais ce restaurant a l'air un peu trop guindé, a l'air un peu trop élitiste, je m'y sentirais pas à l'aise. » Donc ça fait qu'il y a déjà un plafond de verre qui fait que ils ont des difficultés à gagner de l'argent parce que certains, t'es baisé d'office en fonction de là où t'es né et de tes facultés aussi intellectuelles. Et il y a aussi cette volonté
tu sais, s'auto-persuader que c'est pas bon pour toi, etc. Donc de fil en aiguille, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Ben, en France, il y a une logique parfois de reproduction sociale. La France, c'est un pays de caste. Donc voilà. Et pour en revenir aussi à tout ce que tu disais par rapport au lien avec le professeur, c'est très vrai. Moi, j'ai eu 2 professeurs, pareil, au lycée, qui ont été fondateurs. Je me souviens de un qui m'avait dit un jour, il m'avait bien défoncé. Il avait demandé quel était le style littéraire, tu sais, quand on envoie des lettres. C'est le style épistolaire. Et moi, j'ai dit, c'est le style philatéliste. Il m'a dit, ça, c'est ceux qui collectionnent les timbres. Et il m'a dit une phrase assassine, dont je me souviens encore. Il m'a dit, un élève qui n'a pas de vocabulaire n'a pas d'avenir. Allez, prends ça. Et j'en ai eu. Et après, c'est devenu un mentor. Parce que ça m'a poussé à faire mieux, et j'en ai eu un autre qui était un major de Sciences Po Paris. Il a eu la possibilité aller dans l'ENA, enfin aller à l'ENA, et spécialiste de Proust, il a plutôt décidé de faire sa carrière dans un lycée de province du sud de la France. C'est lui qui m'a fait découvrir des auteurs comme Pasolini, etc. Et on en revient à ce que tu as mentionné précédemment. C'est à droite, il y a un gros problème, c'est le caractère dogmatique. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à droite, il y a vraiment cette idée on a notre vision du monde, et tout ce qui peut être fait et qui est considéré comme populaire, et tout ce qui n'est pas de ce qui est pour la droite de l'élitisme, va être jeté en pâture. Et tu vois, les mangas, par exemple, il y a des histoires qui sont tout à fait épiques dans l'univers manga. Quand j'étais gamin, je lisais beaucoup les One Piece. Alors je dois mal le prononcer parce que moi, l'accent anglais, ça fait 15. Mais c'est une histoire épique où on retrouve d'ailleurs toujours des références à la civilisation européenne. De toute façon, Dominique Vénère l'a très bien démontré qu'entre le Japon et la France, il y avait certains ponts dans le samouraï d'Occident. Donc tout ça n'est pas étonnant, et je valide 100% ce que tu dis. Il y a vraiment ce caractère... Bah justement, peut-être aussi parfois d'arriver un peu sur le tard, comme ça nous permet d'être... Enfin, le côté autodidacte nous permet une certaine souplesse, comme tu l'as dit, et de ne pas avoir ces barrières mentales comme ça sur le dogmatisme. Moi, je me souviens, à l'époque, je me suis fabriqué d'un côté à droite par la lecture des livres de Zemmour, mais à gauche, il y a des grands auteurs de gauche, enfin, ouais, bah justement à gauche, de l'autre côté, on va dire, de la barrière, bah, j'ai beaucoup lu Michéa, Régis Debray ou même Pasolini. Donc, tu vois, le côté autodidacte me permettait d'avoir cette souplesse. Alors, par contre, c'est vrai que de l'autre côté, ça peut avoir aussi ses inconvénients. C'est que tu manques parfois aussi de structure, ou en tout cas d'un squelette intellectuel, et tu as tendance à aller un peu partout. Et c'est vrai que moi au début je me suis un peu éparpillé, j'ai lu beaucoup de choses, parfois des choses un peu futiles, même si au final aucune lecture n'est futile. Mais c'est vrai, par exemple, le côté autodidacte nous donne un côté assez intéressant, parce qu'on a une souplesse, on va aller tout lire, parce qu'on a vraiment une volonté de dévorer comme ça, de rattraper. Mais c'est vrai aussi que parfois ce déficit de culture bourgeoise nous rend, comment dire, un peu moins discipliné, tu vois ce que je veux dire, sur un développement, sur ce genre de choses. On a parfois tendance un peu à s'éparpiller, et c'est très difficile de construire sa propre autodiscipline quand on l'a pas acquérie d'un point de vue, on va dire, hiérarchique depuis le haut, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, le côté autodidacte a évidemment ses avantages, mais il faut aussi reconnaître qu'il a ses inconvénients. Mais par contre, oui, ça m'a ouvert, comment dire, cette souplesse qui est, à mon avis, et que j'essaye encore, et que même certains me reprochent, entre guillemets à droite, d'avoir cette accointance pour des idées de gauche. Mais aujourd'hui, moi, je m'en revendique totalement, et j'aime conserver justement cette ouverture, voilà, des sources intellectuelles auxquelles je vais m'abreuver pour mes travaux. D'accord, très bien. C'est quoi qu'on te reproche concrètement à droite quand il y a... on reviendra sur les écrits que tu as fait, ça permettra peut-être de mieux comprendre les critiques qui peuvent émaner, j'allais dire à droite à gauche, mais bon, pour le coup, là dans ton cas, ça a l'air d'être plutôt à droite. Mais c'est quoi qu'on te reproche? C'est justement d'avoir ces lectures un peu différentes, ou c'est vraiment dans ta façon de penser sur certains sujets en particulier? Disons, oui, que j'ai une lecture qu'on peut qualifier parfois de gauche, ou un peu matérialiste, notamment sur les rapports sociaux en France, ou sur la lecture justement de la politique en France. Comme on l'a évoqué depuis le début de notre entretien, moi j'ai cette sensibilité sociale du fait du milieu d'où je viens, et même du point de vue de mes lectures. Comme je te l'ai dit, j'ai été un grand lecteur de Michéa, de Régis Debray, de Christopher Lasch,
aussi de Michel Clouscar, je crois aussi que c'est des auteurs qui te sont chers. Donc moi, évidemment que j'ai tout de suite été sensibilisé à cette notion sociale. Mais aussi, j'ai évidemment cette part aussi de droite, parce que je suis avant tout un nationaliste français. Là aussi, dans mon deuxième livre, je suis revenu sur cette opposition, à mon avis, qui n'est pas une opposition entre l'identité et la souveraineté. Et moi, je préfère aujourd'hui me déclarer comme un nationaliste français. Je trouve que c'est plus, comment dire, radical dans un sens. Et autant dire que ça annonce tout de suite la couleur. C'est que l'échelon de l'efficacité politique sur lequel je me place, c'est celui de la nation française. Et là, par exemple, ça me met tout de suite en opposition avec un certain nationalisme européen ou même un nationaliste plutôt régionaliste qui n'est pas du nationalisme d'ailleurs par définition. Oui, ou en tout cas du nationalisme européen. Enfin, on peut pas, dans le terme nationalisme, il y a le terme de nation et c'est pas un terme qui est au pluriel. Donc après je peux le comprendre, c'est dans la dimension nationaliste des petites patries du côté de la région et du côté d'un État national qui regrouperait l'Europe au sans drapeau, si je puis dire. Donc je peux le comprendre, mais en tout cas moi aujourd'hui oui, je préfère me déclarer comme nationaliste français. Je trouve que ça détermine tout de suite les choses et ce qui est assez drôle, c'est que par exemple sur les sujets géopolitiques comme le conflit russo-ukrainien ou même israélo-palestinien, que ce soit sur les conflits sociaux, on a eu la révolte des paysans dernièrement, mais on a eu aussi le moment de la réforme des retraites, ou même sur des notions plutôt philosophiques, politiques, comme l'occidentalisme, le libéralisme. Moi, avant toute chose, à chaque fois, j'essaye de percevoir quels sont les intérêts de mon pays, et je trouve que ça met une hiérarchie et ça permet de se déterminer politiquement de manière plus claire. Et on a bien vu qu'au final, pour finir, ceux qui se déclaraient parfois identitaires, ou souvent identitaires, sur le conflit israélo-palestinien, par exemple, il y avait des grosses divergences entre les identitaires européens et les occidentalistes qui, eux, vont avoir une vision plus large, on va dire. Alors qu'un nationaliste français, à chaque fois, dans chaque situation politique, il essaye de déterminer quel est l'intérêt des Français et quel est l'intérêt de la nation française. Alors que certains vont penser plutôt aux intérêts européens, d'autres aux intérêts occidentaux. Donc on voit qu'il y a des divergences là-dessus. C'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire ce livre en montrant que justement, là où on pensait que c'était une querelle, entre guillemets, dans le camp national, que c'était un peu une querelle, comment dire, un peu anecdotique, et on voit bien, mine de rien, que sur certains sujets politiques, on a des grosses divergences de point de vue. Donc à mon avis, c'est pour ça que j'ai trouvé que ce livre était, à mon avis, assez intéressant à sortir, parce que ça permettait aussi de nous extraire de ces dialogues, ou en tout cas de ces dialogues des fois un peu rudes qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, et cette fois d'avoir justement posé ces discussions sur du papier, et ce qui a permis aussi d'ouvrir sur la discussion après, parce qu'on a vu que c'est au final la chose, il y avait vraiment un conflit entre les deux camps. Oui, ça ouvre les débats. C'est intéressant ce que tu dis sur le nationalisme, parce que souvent il y a une critique qui peut émaner de la gauche ou même du centre. C'est le fait qu'on reproche aux nationalistes de pouvoir admirer des personnalités étrangères, je sais pas moi, comme Trump par exemple, comme Bolsonaro, qui se définissent eux-mêmes comme des nationalistes, parce que forcément, on a vu que par exemple quand Trump était au pouvoir, il y avait eu un bras de fer sur la question du vin, parce que les Américains nous taxent avec des coûts faramineux, nos fromages et nos vins. Quand tu vas à New York, si tu veux un morceau de bleu d'Auvergne comme ça, tu payes $90. C'est absolument hallucinant. Mais en même temps, et souvent la critique qui émerge, c'est « Ah, mais vous défendez un gars qui, en gros, par sa politique, va à l'encontre des intérêts français. » C'est vrai, mais en fait, on se met à la place en fait, il n'y a même pas comment on pourrait dire, de haine contre ça, parce qu'on se met à la place de l'Américain moyen ou peu importe de quel pays on parle, qui réfléchit avant tout par rapport à ses intérêts. On peut avoir cette distance de dire oui, ce qu'il fait, ça va à l'encontre de nos intérêts, et ça nous fait chier en tant que nationalistes, mais en même temps, on veut exactement la même chose pour nous. Donc, Mais tu sais, il y a un exemple récent qui revient absolument sur ce que tu viens de dire. C'est que moi, j'ai toujours pensé qu'un nationaliste français avait plus de points de convergence et sur les points sur lesquels il serait d'accord avec un autre nationaliste, qu'il soit allemand ou américain, qu'avec un européiste français. Et par exemple, sur le cas agricole, c'est assez intéressant. Tu sais, il y a eu ces actions, on a vu des agriculteurs français arrêter des camions aux plaques étrangères, leur faire descendre leurs marchandises et les saccager et les détruire parce qu'elles étaient justement d'importation. On sait très bien qu'il y a des différences de normes, ce genre de choses, à cause justement des accords de libre-échange
avec le reste du monde, mais même au sein de l'Union européenne. On sait très bien que les légumes espagnols et les légumes français, il n'y a pas les mêmes normes. On sait très bien qu'il y a la même chose au niveau du porc, par exemple avec l'Allemagne, et demain avec le blé, avec l'Ukraine. C'est des qu'il y a eu des divergences. Et c'est vrai qu'en réponse à ces actions des agriculteurs français, des agriculteurs espagnols, de l'autre côté de la frontière, ont fait la même chose avec le vin français. Moi, si tu veux, en tant que nationaliste français, je m'étais réjoui de l'action des agriculteurs français, mais j'ai aucune animosité envers les agriculteurs espagnols qui reproduisent la même chose. Là, comme tu l'as dit, et en plus, moi, je trouve que c'est plus sain et plus franc, chacun joue pour ses intérêts, ce qui ne nous empêche pas de créer des alliances, notamment avec nos voisins européens. Moi, tu vois, je me revendique comme un nationaliste français, mais je suis absolument plus dans cette, dans cette vision 19e sur un nationalisme offensif, revanchard, qui en veut justement, qui veut monter sur ses voisins européens. Absolument pas. Moi, je suis pour la souveraineté aussi des autres nations européennes. Et justement, je trouve qu'on a un dialogue franc quand en face on retrouve des gens, comme tu l'as dit, où on se voile pas, qui vont pas jouer pour des intérêts européens sur lesquels au final tout le monde ment, tout le monde se rend compte, il n'y a aucune convergence européenne sur les intérêts de souveraineté ou même les intérêts militaires, géopolitiques, de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique. Là-dessus, je voudrais rendre hommage justement aux travaux de l'école de guerre économique. Je suis un peu en lien avec des élèves et avec notamment sous la férule de Christian Arbulot qui ont vraiment produit un très très gros travail justement sur le saccage ou en tout cas les manœuvres qu'avait entrepris l'Allemagne justement contre le nucléaire français. Et là justement il faut mettre le doigt dessus, il faut le dire que c'est un scandale. Et ça c'est quelque chose que je reproche par exemple souvent aux identitaires, c'est que eux, par conscience ethnique, vont se refuser par exemple à montrer du doigt ces manœuvres qui sont à mon avis de l'ingérence, qui sont insupportables et qui sont aussi de l'ordre justement de la guerre économique. Donc voilà, c'est un nationaliste français, il faut qu'il soit conséquent et là-dessus justement, que ce soit d'un point de vue démographique ou économique, il faut qu'il soit cohérent et qu'il justement il soit animé par une doctrine qui prend en considération toutes ces visions du monde et toutes ces questions politiques. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le terme nationaliste est vu comme un gros mot parce que quand il est analysé, quand il est décortiqué, on a tendance à remettre sur le devant de la scène des auteurs comme Maurice Barrès qui avait justement ce nationalisme très revanchard, même s'il n'avait pas d'ailleurs au début de sa carrière, hein, c'est-à-dire que... Oui, c'est l'écrivain du culte du moi. Voilà, c'est ça, et au début il n'était pas du tout dans... Justement, il avait une sorte de grand respect pour, je crois que c'était l'Allemagne et le Royaume-Uni, parce qu'il reconnaissait la grandeur de ces nations, et c'est qu'après qu'il a eu cet aspect revanchard. Mais si on reste à l'origine de sa pensée au début, et c'est des pensées qu'ensuite on a retrouvées chez des auteurs comme le regretté Roger Scruton, c'est que le nationaliste part du principe que son pays a des caractères, comme disait Gustave Le Bon. Son peuple a des caractères, qu'il a un cahier des charges bien spécifique, qu'il a une identité, une histoire, etc. Et qu'on a forcément, découle de tout ceci, des intérêts qui vont être complètement divergents par rapport à d'autres nations, mais ça ne veut pas dire que pour autant, on a envie de détruire l'autre et de l'annihiler. Je dirais même qu'un nationaliste sait pertinemment que la guerre, c'est le tombeau des peuples, et qu'il n'a aucun intérêt à faire la guerre. Après, ça dépend des conflits. Il y a des conflits où on en ressort plus gagnant que perdant, mais en règle générale, tout le monde y perd des plumes. Surtout maintenant avec des technologies dont on dispose. Hein. Bernanos l'avait expliqué dans La France contre les robots, à partir du moment où on peut créer une distance, tu sais, dans le rapport de force, tout est permis. Donc maintenant, tout le monde perd des plumes dans n'importe quel conflit. On le voit actuellement, ce qui se passe en Ukraine. Donc il faut vraiment sortir de cette idée. Et ça, c'est le gros problème qui peut régner encore aujourd'hui quand certains individus analysent le nationalisme. On peut les comprendre parce qu'il y a des auteurs nationalistes qui avaient cette logique revancharde. Mais si on retourne à la base, notamment des œuvres de Barrès, il y a du respect pour les autres nations parce que forcément, comme tu le disais, on va se sentir plus proche d'un patriote, je sais pas, américain, anglais, que d'un mondialiste, d'un globaliste, français, français. Bien sûr. Et ça a été déjà démontré, notamment que un Parisien ressemble plus à un New-Yorkais qu'à un mec de la Creuse, parce que forcément, au niveau politique et idéologique, ça découle. Tu vois, et d'ailleurs, je rajouterais que quand tu t'intéresses aussi à la géopolitique, et ça souvent c'est le gros angle mort dans, tu sais, la construction
on parlait tout à l'heure de l'éducation dans la construction des jeunes individus de droite, peut-être que des fois il manque, tu sais, cet aspect géopolitique, de comprendre que les nations ont des intérêts. C'est l'école réaliste qui a longtemps dominé en géopolitique et même qui domine largement encore aujourd'hui. Et on part du principe qu'un État a des intérêts, et tu le vois même par exemple dans les relations entre les différents services de renseignement. Et oui. Les différents services de renseignement, que ce soit la CIA, le FSB, le Mossad ou même la DGSE, ils ont pas une haine farouche les uns envers les autres. Mais ils savent très bien que des fois on fait des trucs dans leur dos, mais ça fait partie du jeu. Oui, ça oui. fait partie du jeu. Et pour le comprendre, il faut un peu connaître, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans cette logique de penser que de facto, parce qu'on est animé par un amour pour notre pays et pour notre nation, que ça veut dire que cet amour implique en parallèle une haine farouche envers les autres. Justement, je trouve que tu mentionnes un point très important qui est le mot de stratégie. Pour faire rapide pour nos auditeurs, disons que l'identitaire va plutôt s'intéresser au contenu et le souverainiste au contenant. Donc le contenu, on parle plutôt du peuple, le contenant plutôt des institutions étatiques. Donc comment dire, ce qui va intéresser chez un identitaire, le peuple, c'est ce que les peuples sont, donc on est dans le domaine de l'être. Ce qui va plutôt intéresser un souverainiste, c'est ce que les peuples font, on est dans le domaine de l'agir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la synthèse du nationaliste répond à cette question qui est celle de se maintenir. Et la question de se maintenir, c'est à la fois en tant que peuple, donc on est dans la question de l'être, et en tant qu'entité souveraine, et là on est dans l'agir. Je trouve que c'est une belle synthèse. Et la synthèse, pour répondre à cette question de se maintenir, c'est celle de la stratégie militaire. La stratégie militaire, elle est intéressante parce qu'on peut l'ouvrir sur un nombre de domaines assez grand. Il y a la stratégie justement pour conserver sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté énergétique, sa souveraineté juridique et sa souveraineté, j'ai même envie de dire, quelque part démographique. Parce que moi aussi, comme on l'a un peu mentionné, évidemment que c'est des domaines qui m'intéressent, et ces domaines justement, comme tu l'as dit, sont parfois le parent pauvre, entre guillemets, des identitaires. La question énergétique, par exemple, sur l'ingérence allemande, il faut la mentionner. Sur la question de la souveraineté alimentaire, il faut évidemment la mentionner, et c'est parfois des choses qui vont être un peu délaissées. Mais par contre, là, un reproche sur lequel j'aimerais répondre sur les souverainistes, c'est que la question de la souveraineté, entre guillemets, de la stratégie démographique est aussi importante que toutes les autres. Moi, j'ai commis plusieurs articles pour Front Populaire en essayant vraiment de pointer du doigt les notions dévoyées, par exemple, d'assimilation, ou en montrant justement que les bascules démographiques que nous allions connaître en Europe de l'Ouest et notamment en France, elles étaient capitales justement pour comprendre cette notion de souveraineté. Et justement, les identitaires ont souvent beau jeu de dire, oui, mais entre guillemets, vous, les souverainistes, qu'importe si demain on vit dans une France-Afrique, ou une France composée majoritairement d'extra-européens, tant que la France resterait souveraine, entre guillemets, ça vous irait. Alors moi je dis absolument pas. Un souverainiste, les questions de bascule démographique, elles sont cardinales, elles sont fondamentales vraiment pour son logiciel de pensée. Parce qu'on sait pertinemment que quand on a des diasporas qui deviennent de plus en plus gros au sein d'un peuple, évidemment ça crée des bascules. Et par exemple, on l'a connu, tu sais, au moment de 2020, quand on a eu cet affrontement un peu afflux tendu et distendu entre la Grèce et la Turquie, par exemple, les seuls qui se sont montrés capables de soutenir ou de montrer un certain soutien à la Grèce, c'était la France. L'Allemagne est restée dans un état d'inaction à cause de quoi? À cause de sa diaspora turque, parce qu'on sait très bien que, justement, Erdogan jouait dessus. Et nous-mêmes, on sait très bien qu'en France, les dirigeants maghrébins jouent sur les diasporas qu'on a en France. Et là-dessus, il faut absolument pas être naïf. Et moi, c'est pour ça que justement, la question de la pyramide des âges, de la démographie en berne en France, notamment des populations de souche, c'est des questions qui sont éminemment préoccupantes pour un souverainiste. Et j'ai envie de dire, c'est quasiment le socle. Et là, donc, on retombe sur une convergence avec les identitaires en disant qu'à la base de tout, l'identité, c'est vraiment le socle. Alors après, c'est vrai que les visions, on va dire, entre identitaire et souverainisme vont parfois évoluer. Parce qu'il y a pareil une phrase ou un axiome de la stratégie que j'aime bien, c'est que c'est avant tout le terrain qui détermine la stratégie. Et aujourd'hui, par exemple, quand une partie des identitaires rêve, entre guillemets, du retour à une France, ou en tout cas à une Europe de l'Ouest éthiquement et homogénéiquement blanche, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça va être plutôt difficile. On a quand même eu une immigration depuis notamment les 30 Glorieuses qui
qui ont modifié, qu'on le veuille ou non, le peuple. Alors il faut défendre bien évidemment le peuple historique français. Moi c'est pour ça que dans mon livre je reviens souvent sur la notion de peuple majoritaire. Parce que justement si on ne défend pas ce peuple majoritaire, on n'aura pas demain ce noyau intégrateur qui nous permettra justement de maintenir une France souveraine. Donc voilà, c'est sur cette ligne de crête qui est parfois un peu difficile que j'essaye de poursuivre mon combat en montrant que les souverainistes doivent absolument considérer la donnée identitaire, mais par contre ne pas en faire l'alpha et l'oméga d'une politique, et qu'il y a aussi toutes ces données, notamment de diplomatie, de géopolitique, de souveraineté alimentaire, énergétique, ce genre de choses, ou aussi de souveraineté industrielle qui sont à prendre en compte. Ben, le problème que je peux mentionner, que je peux avancer, c'est que c'est vrai que d'un point de vue assez extérieur, alors je ne m'intéresse pas de manière approfondie au travail des identitaires, parce que moi c'est pas ma ligne sur YouTube, donc c'est vrai que j'ai jamais trop regardé vraiment avec sérieux ce qu'ils font, mais avec une certaine distance, j'ai l'impression que ça tourne quand même beaucoup autour du sujet majeur chez eux, c'est-à-dire l'immigration, qui est un sujet extrêmement important, et c'est pas pour autant que je le néglige, mais en fait, on ne fait pas un programme politique et on ne fait pas un programme éventuellement pour, entre guillemets, sauver la France que sur cette question-là, que ce soit une question qu'on a à la base, ça je l'entends bien, bien sûr. Il n'y a pas une volonté de se fourvoyer ou de se cacher derrière des faux semblants, mais il y a quand même tout un tas de questions, et c'est pour ça que je te disais, quand on a une lecture notamment de géopolitique, quand on en a fait dans son apprentissage scolaire, tu te rends compte que ça ouvre un champ des possibles, parce que la géopolitique, ça ouvre à des questions en lien justement avec la souveraineté alimentaire, énergétique, la souveraineté aussi armée, c'est-à-dire aujourd'hui on sait très bien qu'on fabrique même plus notre propre FAMAS, on a un putain d'HK allemand, donc toutes ces questions-là, je crois qu'on a même plus de balles aussi, bref, il y a tout un tas de sujets qui sont... On gère pas un pays que sur la question de l'immigration. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche aussi à des politiques comme Zemmour, qui tourne en boucle comme un disque rayé sur la question de l'immigration, et dès qu'on gratte un peu sur d'autres sujets, on a l'impression que très vite on trouve un vernis. Donc c'est pour ça que je me sens d'ailleurs personnellement plus proche des souverainistes, dont j'ai l'impression qu'ils font un travail plus sérieux, plus approfondi que des identitaires, sachant d'autant plus que chez les souverainistes, c'est pas comme si la question de l'immigration n'était absolument pas abordée et que vous faisiez les autruches, donc je sais pas, c'est assez... Bien sûr, et moi par exemple, qui me revendique comme souverainiste, je suis le premier à bien sûr reconnaître qu'il y a une unité biocivilisationnelle européenne. On sait pertinemment que que les peuples européens sont tous héritiers, on va dire, d'un brassage biologique avec cette population des chasseurs-cueilleurs qui est arrivée sur notre continent il y a environ 45 000 ans, qui a connu ensuite le brassage avec les populations anatoliennes qui ont donné la révolution néolithique justement de moins 10 000 jusqu'à moins 2500, et aussi de ces concurrents venus du nord. Et même d'un point de vue linguistique, on sait qu'il y a cette langue commune indo-européenne, et sur la mythologie comparée, si on se réfère aux travaux de Georges Dumézil, on sait très bien que la trifonctionnalité, donc si vous voulez cette classe des personnes qui prient, les oratores, des guerriers, les bellatores, et des travailleurs, les laboratores, c'est la genèse et c'est la matrice originelle européenne. Moi je suis le premier à le reconnaître. Et comme tu l'as très bien dit, le problème c'est que cette souche, ou entre guillemets cette matrice biologique et ethnique qu'on a en commun avec les autres peuples européens, parce qu'évidemment que les Espagnols et les Italiens, on a tendance parfois un petit peu à les moquer comme des narboïdes, mais évidemment qui sont plus proches d'un point de vue biologique des Islandais que des Maghrébins, par exemple. On le sait pertinemment, les travaux en paléogénétique nous le montrent récemment, mais par contre, comme tu l'as très bien dit, est-ce que ça doit forcément déboucher sur, une concrétisation politique ? Alors c'est vrai que les arguments des identitaires sont plutôt recevables, ils nous disent on voit quand même un effondrement démographique dans la majorité des pays européens, même dans quasiment la totalité. On a un boom justement démographique dans les pays du Sud, notamment sur l'Afrique noire, qui, comme tu l'as dit, avec l'immigration vont
provoquer des bascules, en tout cas si rien n'est fait. Mais par contre, est-ce que cela doit déboucher automatiquement justement sur une tentative de création d'une nation blanche, comme les occidentalistes ou les racialistes peuvent le dire? Eh bien pas forcément, parce que comme tu l'as très bien dit, il y a toutes ces données justement périphériques, mais qui sont aussi cardinales, qu'il faut prendre en compte. Alors évidemment que ça nous crée justement certaines, un destin commun, parce qu'on subit un peu les mêmes périls, mais par contre, moi je suis persuadé que les nations européennes, y répondront de manière différente. Ce qui n'empêche pas qu'on pourra avoir parfois des réponses communes sur certains, notamment par exemple pour mettre en place une espèce de mur protecteur contre l'immigration. Mais oui, la question démographique, la question de l'équilibre, ou en tout cas du maintien d'un équilibre ethno-culturel au sein de la nation française, moi en tant que souverainiste, je le défends absolument. Et quand on me parle de remigration, quand on me parle de préférence nationale, quand on me parle de fin de la double nationalité, quand on me parle, de suppression du droit du sol, moi je suis pour absolument. Donc voilà, c'est aussi un appel du pied que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est que je voulais montrer qu'on pouvait être souverainiste, mais aussi avoir cette dimension identitaire, sans pour autant délaisser tous les côtés qui sont parfois, à mon avis, trop mis de côté. C'est les domaines qu'on a mentionnés depuis le début de notre entretien sur la souveraineté, géopolitique ou ce genre de choses. On en parlait tout à l'heure aussi en off, le gros problème de la droite en France, que je ne retrouve pas dans d'autres pays, notamment les États-Unis ou l'Angleterre, c'est la question de l'ego et du problème des guerres de clochers. On est dans une situation aujourd'hui qui est dramatique sur tout un tas de sujets, et pas seulement d'ailleurs sur les problématiques de crise migratoire. Et aujourd'hui, on a l'impression que parfois, il y a des guerres de clochers qui ont tendance à encore plus nous mettre en difficulté, alors que déjà la situation est extrêmement périlleuse. Et je pense que la droite devrait avoir cette intelligence de dire, bon, les gars, écoutez, on est dans la merde, donc à un moment donné, est-ce qu'on ne pourrait pas juste faire une sorte de trêve? Il y a un gros problème à droite, c'est déjà, il n'y a pas d'entrisme. Et surtout, il n'y a pas entre les différents mouvements qui la composent une sorte d'articulation. Il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas d'entraide entre les mouvements parce qu'on va dire « Ah, mais un tel, il fait comme ça, mais un tel, il fait pas comme ça ». Tu prends par exemple l'Action française, on sait qu'à l'intérieur de l'Action française, tu as les légitimistes, tu as toutes ces branches et à la fin, ça devient infernal. C'est-à-dire qu'à la base, vous partez du principe que vous dressez un bilan assez similaire. D'accord, les méthodes sont différentes, mais c'est pas comme si on avait le luxe d'être au pouvoir. Peut-être qu'à partir du moment où on sera au pouvoir, on pourra déterminer par le biais de la composition des ministères qui va avoir quoi. Et ce sera là encore des guerres de clochers, mais putain, on n'y est pas. On n'y est pas. Donc c'est un peu... Il y a un côté absurde d'ailleurs. Tu sais, tu as l'impression que c'est comme si un bateau était en train de couler, et au lieu de s'entraider à, enlever l'eau du bateau, on se demandait, mais il va tomber à combien de profondeur? On va être à moins 5000 ou moins 10 000? Non, mais c'est un côté totalement absurde, et c'est ce qui m'agace dans la droite française. Et comme je te disais, il y a aussi la question de l'ego, parce que chaque mouvement veut forcément incarner quelque chose, et donc pour incarner quelque chose, c'est la logique de l'ami et de l'ennemi, donc il faut avoir les ennemis politiques de gauche, t'en as besoin. T'en as besoin pour exister, et c'est le miroir, donc c'est normal. Mais t'as besoin aussi d'avoir des ennemis dans ton camp pour montrer à quel point tu es le meilleur mouvement, ou à quel point t'as aligné la meilleure. Et à la fin, ça fait qu'on gagne pas. Qu'on est pas prêt de gagner, voilà. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. Donc tu as écrit un livre justement qui souligne ces différences entre souverainiste et identitaire, mais tu as aussi écrit un autre ouvrage sur un auteur que je ne connaissais pas pour le coup, absolument pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit sur le penseur du syndicalisme révolutionnaire qui avait élaboré la notion de mythe de grève générale, qui était Georges Sorel. Et Georges Sorel, je me suis intéressé à ce personnage, donc c'est quelqu'un qui est né en 1847, qui va mourir en 1922, et c'est vraiment quelqu'un qui va vivre, à mon avis, au siècle le plus intéressant, ou en tout cas le siècle vraiment qui va tout faire sauter en Europe, qui est ce 19e siècle. Le 19e siècle, pour le rappeler à nos auditeurs, c'est vraiment le siècle de l'apparition des nationalités, ou en tout cas de l'affirmation des nationalités, qui courait depuis plusieurs siècles. Mais là, on a vraiment, l'inauguration politique des nations en Europe, que
que ce soit la nation française, la nation italienne avec le Risorgimento, la nation allemande aussi qui va se constituer grâce au Zollverein, cette barrière unificatrice justement des frontières sur le tarif. Et donc c'est aussi un siècle qui est à mon avis déterminant parce que c'est le siècle de l'apparition, ou en tout cas de la consolidation de la révolution industrielle. La révolution industrielle, on sait absolument les bouleversements qui vont créer en Europe. C'est l'apparition justement sur la fin du 19e de l'électricité. On a aussi les grands chemins de fer qui vont augmenter la mobilité des personnes. On a un exode rural, on a une nouvelle classe qui va se constituer, qui est la classe des prolétaires, mais aussi l'affirmation de la bourgeoisie. Et le 19e siècle, c'est la montée comme ça, et même le combat entre l'ancienne classe dirigeante qui avait conduit les nations européennes qui était l'aristocratie et qui va se faire remplacer petit à petit par une nouvelle classe montante qui est la classe bourgeoise. Et ce qui est intéressant, c'est que la classe bourgeoise va amener avec elle une nouvelle idéologie, une nouvelle façon de faire de la politique. Et justement, Sorel, ça va être un contemporain de tous ces changements. Et il va justement essayer de les analyser. Et là où, à mon avis, je le trouve assez pertinent, et c'est plutôt quelque chose qui me parle, c'est que justement, il va le faire absolument pas d'un point de vue de gauche ou de droite comme on peut le connaître dorénavant. C'est quelqu'un qui est assez éclectique dans ses choix, c'est quelqu'un qui va être un introducteur du marxisme en France, mais qui va lire aussi des intellectuels qu'on pourrait considérer plutôt comme conservateurs, comme Nietzsche ou même comme Hippolyte Taine, et qui va vraiment essayer d'analyser comme ça l'évolution des sociétés européennes, justement, et aussi dans essayer de comprendre les soubassements idéologiques. Et donc, à mon avis, c'est une période qui est vraiment capitale en France, parce que on a mentionné depuis le début de notre entretien plutôt l'identité culturelle, l'identité démographique de la France, mais aussi ce 9e siècle, il est vraiment fondamental parce qu'on va comprendre, là aussi se dessine l'identité, économique de la France. Et là, c'est un autre auteur que j'ai découvert, qui est encore vivant, c'est le fils d'Emmanuel Todd, David Todd, qui a fait 2 livres à mon avis que nos auditeurs doivent lire. C'est l'identité économique de la France, qui est son premier livre, et l'Empire de velours, qui est le 2e. Et là où il est assez intéressant, c'est qu'il montre très bien que ce 19e siècle, au moment de la première mondialisation, donc là on a la sortie des guerres révolutionnaires et des guerres d'empire, et justement au sein de la France et au sein de la société française, il va y avoir ce débat sur lequel on parle quasiment plus entre les libre-échangistes et les protectionnistes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement la notion de protectionnisme, comme par hasard, elle revient aujourd'hui avec les agriculteurs. On en a parlé aussi il y a quelques dizaines d'années avec la désindustrialisation qu'on a connue en France. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à cette époque, on a bien sûr le libre-échangisme qui nous vient d'Angleterre, parce que l'Angleterre est en situation de monopole, pas de monopole, mais en tout cas de domination. C'est celle qui a vraiment le monopole sur la production des machines industrielles, c'est celle qui a le monopole dans la production de fer, donc vraiment elle est vindicative pour le coup, et c'est vrai qu'elle veut comme ça ouvrir les autres marchés pour déverser son surplus. Et à l'époque, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a toute une partie des penseurs français qui vont s'opposer à ce mouvement. Et à l'époque, on a notamment une doctrine économique qui va se mettre en place, qui est celle du protectionnisme. Il y a un grand auteur allemand qui a écrit un livre assez intéressant dessus, que je recommande à nos auditeurs, qui est Friedrich List, et qui va vraiment montrer que les phénomènes de nationalité vont être consubstantiels, ou en tout cas vont s'accompagner avec ce protectionnisme économique. Parce qu'en même temps d'avoir ce protectionnisme économique qui va nous mettre des barrières nationales, ça permet une unification au sein de ces nations qui est à mon avis assez intéressante. Alors la France, le mouvement d'unification, elle avait connu, même à la fin de la monarchie. C'est le livre de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, où Tocqueville revient sur le travail notamment de Colbert. C'est le colbertisme. Exactement, qui avait abattu toutes ces barrières tarifaires, qui était un héritage féodal dans le nord de la France en tout cas. Et ce qui est drôle, c'est que, comme j'ai dit précédemment, en 1934, le Zollverein, cette barrière tarifaire, mais cette fois à dimension nationale allemande, va justement aussi commencer à former cette nation allemande. Et au moment du Risorgimento italien, on a la même chose. Et ce qui est drôle, c'est cette unité économique va s'accompagner aussi d'une unité culturelle. Parce que là, on a vraiment le phénomène de nationalité qui va remonter. Et à mon avis, là où il est assez intéressant avec notre époque, c'est que moi, je pense qu'il faut aujourd'hui ce retour. Et c'est assez intéressant parce qu'on a toute une production
de livres récemment, notamment chez Perspective Livre, c'était Monsieur Pérez, qui est aujourd'hui malheureusement décédé, mais qui avait essayé de réintroduire cette notion de protectionnisme. On a aussi Jacques Sapir, qui a reproduit des travaux sur le protectionnisme. Et là, dernièrement, c'est quand même aussi un signe un peu du temps, il y a eu un article sur le Monde qui est sorti, en montrant bien qu'au 19e siècle, les périodes de libre-échange ont été plutôt des périodes, si tu veux, de ralentissement de la croissance. On a le traité de 1860 qui est le traité Cobden-Chevalier, où au moment du Second Empire, bizarrement, quand on a les accords de libre-échange, la croissance a tendance à se réduire en France. Alors qu'au moment du blocus continental de Napoléon, au moment de la Restauration, où on a vraiment des réductions, ou en tout cas l'instauration de tarifs douaniers, notamment aussi à la fin du 19e siècle avec le tarif Méline, comme par hasard, c'est là où on a des croissances qui augmentent. Parce que une idée qui est consubstantielle justement à l'idée protectionniste, cette idée de défendre les industries naissantes, tu sais. Et si tu les ouvres au cas de vent du libre-échangisme, évidemment que tes industries vont se faire tout de suite saper. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le parallèle, c'est qu'on retrouve aujourd'hui, ces logiques reviennent. On se rend compte que le libre-échange, ça a été une catastrophe pour le monde agricole, mais aussi pour le monde industriel français. Et à mon avis, ce qui est assez intéressant, c'est que le nationalisme du XXIe siècle, celui sur lequel j'essaie de travailler à travers mes différents livres, sera évidemment protectionniste. Et il sera protectionniste d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue des frontières. Et tu vois, là, on retombe sur un cercle vertueux et sur une doctrine générale. Et à mon avis, ce qui est aussi intéressant, je pense que je peux approfondir, c'est que je me suis justement intéressé au 19e siècle à l'expansion coloniale, qui est véritablement là aussi en lien avec ce débat entre le libre-échange et le protectionnisme. Parce que comme par hasard, les libre-échangistes de l'époque, ça va être les grands libéraux. C'est Leroy-Beaulieu, c'est Prévost-Paradol, c'est aussi, comme par hasard, aussi des gens qui vont être pour la promotion du colonialisme. Et c'est aussi des gens qui vont être pour la promotion de l'assimilation. Alors qu'en face, les nationalistes de l'époque, il faut se souvenir qu'en 1870, ils sont plutôt opposés justement à la colonisation. Eux, ce sont des nationalistes, et ils disent, oui, entre guillemets, vous nous promettez des aventures étrangères dans d'autres pays, notamment en Afrique, mais par contre, c'était pour faire oublier le traumatisme, bien évidemment, de la perte de l'Alsace et de la Lorraine en 1870. Et c'est la fameuse phrase d'un grand nationaliste français qui est un peu oublié aujourd'hui, qui est Déroulède, qui avait dit vous m'offrez serviteur mais j'ai perdu 2 sœurs. Alors la phrase est un peu dure, il faut la remettre dans son contexte, mais on était vraiment dans ce logiciel. Et donc ce 19e siècle sur lequel j'avais travaillé un peu grâce à Georges Sorel, à mon avis il est fondamental parce qu'il m'a sorti de la dichotomie et du clivage gauche-droite. Et à mon avis le clivage qui se met véritablement en France à partir du 19e siècle, c'est le clivage entre les libéraux et les illibéraux. Sur le domaine de l'identité, les libéraux, ça va être les assimilationnistes, les promoteurs du colonialisme, aujourd'hui les paternalistes si tu veux. Et de l'autre côté, on va retrouver les différentialistes. Les différentialistes, là aussi, pour revenir sur cette notion, elle est en lien avec un grand maréchal que nous avons connu en France, qui est le maréchal Lyotet. Le maréchal Lyotet, tu sais, c'était le résident général en France, le représentant de la France au Maroc, qui avait installé un protectorat. Et lui, il avait une vision intéressante des peuples colonisés, il avait une vision différentialiste. C'était absolument pas une vision raciste, c'était les Africains ne sont pas ni inférieurs ni supérieurs, ils sont autres. À mon avis, ça c'est une vision des peuples qu'on doit promouvoir. En tout cas, moi que je promets là-dessus, j'ai aucun problème à me revendiquer comme ethno-différentialiste. Ethno-différentialiste, c'est absolument pas être raciste. C'est justement considérer que les peuples, oui, ils sont attachés, à une certaine culture, à une certaine homogénéité, et qui, à mon avis, il n'est pas bon. Un modèle qui est bon par exemple pour des Européens ne sera pas forcément bon pour des Africains, et on s'en rend compte. Que l'uniformité c'est la mort aussi, c'est-à-dire qu'il faut quand même aussi se rendre compte, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, et quand je me rends à l'étranger dans des pays qui sont parfois très très loin, je suis toujours très intéressé par voir la culture du peuple, leur religion, leurs us et coutumes, et jamais il ne me viendrait à l'esprit, d'ailleurs à chaque fois que j'ai voyagé, j'ai fait à Rome, fait comme les Romains, et je trouvais que justement ce qui fait, ça va être un peu cuculapraline ce que je vais dire, mais ce qui fait la beauté de l'humanité avec un grand H, c'est sa diversité. Voilà, c'est sa diversité, alors pas dans le sens béni oui qu'on retrouve aujourd'hui, tu sais, dans un certain discours progressiste qui va s'abandonner dans l'autre, mais c'est juste cette idée, et là encore on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le nationalisme, c'est cette idée de
je te respecte parce que tu as ton identité, tu as tes coutumes, tu as ta religion, tu as fait de toutes ces valeurs les tiennes, et moi, j'ai pas à te les imposer. Exactement. Et c'est pour ça que, par exemple, je suis très critique de cette période de colonisation, parce que pour moi, elle nous a coûté beaucoup, et elle nous coûte encore aujourd'hui. Ça fait que toujours la France est, tu sais, pointée du doigt comme la méchante nation qui a fait fortune sur le dos des autres. Donc ça nous a coûté énormément, pour au final pas grand-chose, et ça reposait d'ailleurs sur une vision du monde raciste pour le coup, parce qu'il suffit de voir les discours de certains grands architectes de la colonisation pour comprendre que la volonté, c'était cette volonté d'uniformisation, qui est aussi une volonté dogmatique, en partant du principe que notre modèle, on devait à tout prix l'exporter ailleurs. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est le gros problème encore aujourd'hui de l'Occident, comme quoi on ne s'est toujours pas affranchi de ces barrières mentales, qui est de considérer que notre vision du monde, droit de l'homiste, etc., elle doit être validée par absolument tout le monde. Et on voit qu'au cours de ce 21e siècle, il y a un véritable recul de ces idées-là, ce qui nous fait un peu du bien. Et on voit émerger des nations qui sont absolument pas alignées sur ces valeurs, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. etc. Donc il y a un côté absurde, on n'a pas encore tout à fait abandonné cette vision du monde, et peut-être que quand on l'abandonnera, ça nous fera le plus grand bien. En tout cas, moi, je suis de ceux qui pensent ça. Tu as dit beaucoup de choses très intéressantes là, durant ta réponse. C'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi de la question écologique, parce que le protectionnisme, ça implique donc aussi d'avoir une économie circulaire, faire travailler via la préférence nationale d'abord des gens de chez nous, avant d'être dans des logiques de libre-échange, même s'il y a des pays qui, par exemple, ont succombé au libre-échange, qui sont d'ailleurs très protectionnistes. Je pense par exemple aux États-Unis, ils sont très protectionnistes sur certains sujets, et c'est plutôt un pari qui est gagnant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît être dans une forme d'absurdité de dire que, par exemple, et on le voit que c'était l'une des revendications des agriculteurs, c'est absurde d'aller acheter de la viande que l'on peut retrouver en France, en Argentine, la faire venir par cargo, par avion ou n'importe quoi, alors qu'on a des producteurs français chez nous, et qu'en plus, à la fin, cette viande qui vient d'Argentine, elle sera moins chère parce qu'elle a été faite dans des conditions de merde, parce que le gars, il n'a pas eu un cahier des charges de fou furieux imposé par l'Union européenne pour faire sa viande, ou n'importe quoi. Là, je parle de viande, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc, à la fin, ça devient difficile. Donc, moi, je crois fondamentalement, et on en parlait tout à l'heure, que l'avenir reposera sur deux notions, à la fois le sécessionnisme, pas forcément partout, mais il y aura une logique de repli identitaire qui peut se retrouver d'un point de vue régional. On va le voir en France, nous, c'est une certitude au regard des tensions qu'il y a dans notre pays. On va le voir en Irlande du Nord, on va le voir au Québec, par rapport au Canada, on va le voir aux États-Unis. Donc cette logique de sécession, on va la retrouver, c'est-à-dire cette opposition aussi entre valeurs plus conservatrices et valeurs plus progressistes, qui émanent notamment de cette logique, parce que nous deux, on est un peu de cette même école. On pense qu'on ne peut pas être libéral d'un point de vue économique et être conservateur au niveau des mœurs, ça va coincer quelque part. Donc en fait, pour moi, cette opposition, elle va se jouer là aussi, c'est-à-dire qu'il y a des peuples qui ont des valeurs conservatrices, qui ne veulent pas être dans cette logique de libre-échange, dans cette logique globaliste et mondialiste, et donc par conséquent vont vouloir faire cavalier seul. Et on va le voir de plus en plus, et c'est peut-être le risque majeur qui plane à la fois dans certains pays européens, mais aussi aux États-Unis, au Canada, etc. Donc le futur sera sécessionniste, selon moi. Après, je peux me tromper, et j'espère me tromper d'ailleurs, parce que quand on est nationaliste, on n'est pas en train de fantasmer sur la possibilité d'une sécession, loin de moi cette idée. Et en plus de cela, il y a donc cette logique protectionniste, et on en parlait tout à l'heure en off, c'est que nous, on a une lecture qui est assez critique du capitalisme, du libre-échangisme, etc. Mais il ne faut pas considérer, parce que ça c'est l'écueil dans lequel on peut tomber, que de facto on va être contre, par exemple, la petite et moyenne entreprise. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'en France, il y a un taux d'imposition qui est totalement ahurissant, surtout au regard de l'hôpital public part en couille, ne parlons même pas de l'éducation, enfin c'est n'importe quoi, on paie des impôts, on ne sait pas où ça va.
mais il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'on peut largement critiquer ce côté libre-échangiste, ce règne de l'argent, puisque forcément ce règne de l'argent va impacter les valeurs conservatrices, c'est ce qui met le plus en péril ces valeurs-là, mais ça ne veut pas dire qu'en parallèle, on est contre le fait d'entreprendre. Tout à l'heure, tu disais que tu as travaillé dans le cadre de la menuiserie. L'artisanat, par exemple, ça reste une entreprise. Tu fais un service qui est bien précis contre de l'argent, et le but, c'est pas du tout d'entraver ces gens-là. Et j'ai l'impression que parfois, à droite, il y a un peu cette difficulté de considérer que dès qu'on va un petit peu critiquer le capitalisme, certaines choses qui en découlent, ça veut dire que de facto, on est pour une collectivisation à outrance, etc. Absolument pas. Et là encore, il ne faut pas tomber dans une logique dogmatique de penser que tout est gravé dans le marbre. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ce que j'ai dit parce que j'ai une autre question à te poser, mais si tu veux réagir avant... Du point de vue de la sécession, moi... je suis absolument pour une sécession vis-à-vis de l'Union Européenne. Tu vois, oui, voilà, ça par contre on est d'accord. Mais par contre, comme tu l'as très bien mentionné, je pense que le nationalisme au XXIe siècle, qui n'est pas le nationalisme du 19e siècle, je sais que Julien Rochdy aime parfois... on le salue d'ailleurs. Voilà, ouais, exactement, m'opposer la phrase « l'histoire ne repasse pas deux fois les mêmes plats ». Alors moi je suis tout à fait d'accord, mais par contre ce que j'essaye aussi là de construire et d'élaborer à travers les 2 livres que je viens de sortir et aussi les livres que je prépare et qui sont en cours de préparation, c'est que j'essaye vraiment d'avoir, comment dire, cette doctrine cohérente et qui reprend tous ces aspects que tu as mentionnés. Et à mon avis, bien évidemment que ces aspects, comme je l'ai mentionné un peu auparavant, et comme par hasard, à chaque fois on retrouve cette opposition entre le libre-échangisme et le protectionnisme, cette différence entre un universalisme et la protection des peuples. Mais la protection des peuples, comme tu l'as très bien dit, il reprend cette protection, comment dire, sur les points de vue industriels, de souveraineté alimentaire et ce genre de choses, mais aussi sur le point de vue ethnoculturel. Et là, c'est peut-être un point mort qu'ont, par exemple, les gauchistes, parce que dernièrement, il y a eu une vidéo qui est sortie qui était assez intéressante sur, tu sais, l'Institut La Boétie, c'est le centre de formation intellectuelle de la France Insoumise, et il revenait sur ces thématiques, le localisme, l'écologie, les circuits courts, les cohérences relationnelles entre des populations sur une même terre, qui sont, à mon avis, des choses pour lesquelles il faut se battre. Mais par contre, ils omettaient toujours que toutes ces choses-là, elles étaient, comme d'habitude, reposaient sous le socle de l'identité, et de l'homogénéité ethnoculturelle d'un peuple. Et eux, justement, essayaient de brasser la chose en disant oui, mais ça n'empêche pas, les gens peuvent quand même venir un peu des coins de coin. Non, bien évidemment, une homogénéité sur un territoire, c'est une homogénéité économique, industrielle, mais c'est aussi une économie ethnoculturelle, qu'on le veuille ou pas. Ça fait partie d'un ensemble, et on ne prend pas d'un côté quelque chose qui nous arrange en délaissant ce qui nous dérange un peu. Donc là, je pense que à droite, ou en tout cas dans le camp national, on a véritablement une longueur d'avance, parce que pour nous, on aura toujours l'avantage de la cohérence globale vis-à-vis de cette cohérence un peu, on prend tout ce qu'on désire et on rejette tout ce qu'on ne désire pas du côté des gauchistes. Et concernant justement ce côté... comme tu l'as dit, national, un peu de rétractation, je pense qu'il se supplante bien, entre guillemets, à une divergence aujourd'hui qu'on retrouve de plus en plus dans le domaine électoral, qui est la divergence entre le bloc populaire et le bloc élitaire. Là aussi, c'est un point sur lequel parfois on m'a reproché, notamment à droite, en disant que j'avais une lecture matérialiste, voire marxiste des choses, mais on constate très bien, depuis le vote 2012, le vote de 2012 était encore un vote d'identité politique. Tu sais, c'est l'opposition entre, d'un côté, Hollande et Sarkozy, oui. Donc là on a véritablement, comment dire, une affiliation droite-gauche des personnes qui votent, mais par contre à partir de 2017 on a basculé dans un autre rapport, si tu veux. À partir de 2017, Macron c'est véritablement l'incarnation de l'être social, d'une classe urbaine, d'une classe plutôt aisée financièrement. C'est les fameux gagnants de la mondialisation, c'est ceux qui ont fait sécession d'avec leur peuple, un livre de Christopher Lasch qui avait très bien analysé, et on voit que c'est les anywhere comme contre les somewhere, où c'est, tu sais, la phrase de... l'upperisation. Voilà, exactement, sorte, oui. Ou de Raphaël Glucksmann qui disait « Je me sens plus proche aujourd'hui d'un Berlinois, d'un New-Yorkais que d'un habitant. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Donc là, on retombe encore sur les notions de cohérence, tu vois, c'est là où c'est intéressant. Et c'est pour ça que cette filiation qui part
du 19e siècle, qui est vraiment consubstantielle à notre vie politique aujourd'hui, cette opposition entre les libéraux et les illibéraux. Alors, elle a subi des transformations vis-à-vis des siècles, bien évidemment, avec les événements qu'on a pu connaître, mais je trouve que c'est vraiment le soubassement idéologique de la guerre politique qu'on connaît aujourd'hui en France. On n'est plus dans ces clivages gauche-droite. Et aujourd'hui, on s'en rend très bien compte quand, par exemple, en 2022, au moment des élections présidentielles, 70% des cadres au second tour vont voter Macron, alors qu'à l'inverse, 70% des ouvriers et 56% des employés ont voté pour Marine Le Pen. Qu'on le veuille ou non, on a véritablement un vote de classe. Alors là, par contre, ça nous débouche sur la réalisation, ou en tout cas, est-ce que demain, le camp national pourra l'emporter? Et la différence qu'on retrouve entre cette classe, on va dire, urbaine, des anywhere, ceux qui voyagent, qui vont de métropole en métropole, et ceux qui sont assignés à résidence, qui sont enracinés, justement, qui représentent plutôt les employés, les ouvriers, les petits commerçants. C'est là aussi, comme tu as raison de le mentionner, il ne faut pas faire de divergence, justement, ou même sur les petits patrons d'entreprise, qui ont tout intérêt à avoir des protections en France, justement, et qui ont tout intérêt à ce qu'on mette en place des frontières pour empêcher, justement, cette libre concurrence qui les bouffe petit à petit. Et justement, je trouve que c'est le clivage fondamental sur lequel on devra insister dans les années à venir. Et même, je ne sais pas si tu as vu le dernier sondage qui est sorti, c'est un sondage de l'IFOP pour Valeurs Actuelles, où aujourd'hui on montrait que dans un second tour Marine Le Pen, Gabriel Attal, Marine Le Pen l'emporterait à 51%. Alors bien évidemment, il faut prendre avec beaucoup de distance critique ce genre de sondage. Oui, parce qu'il y a toujours la différence entre quand tu réponds au sondage et quand tu es dans l'isoloir et que tu mets le bulletin. Exactement. Voilà. Et même, bon voilà, on est quand même assez loin, il va se passer des choses d'ici là. Mais par contre, là où c'est intéressant, à mon avis, c'est que ça prépare quand même de manière psychologique peut-être une bascule. Et là aussi où Marine Le Pen est à mon avis assez intéressante, c'est qu'elle ne se présente plus comme une candidate de droite. Justement, elle arrive à draguer cet électorat qui est un peu fluctuant, qui représente un peu les abstentionnistes, tu sais. Et on s'est toujours posé la question, à partir du moment où on prenait cette image, quand la baleine abstentionniste remontera, quelle couleur électorale elle prendra, quand elle remontera, comment dire, à flot. Et aujourd'hui, on se rend compte que Marine Le Pen, mine de rien, arrive à draguer une large part de ces abstentionnistes, justement parce qu'elle se détermine plus comme de droite ou de gauche. Parce que les gens ont intériorisé dans leur comportement électoral qu'on était plutôt sur un clivage, j'ai envie de dire, vertical, entre une certaine élite et une certaine peuple populaire, ou en tout cas catégorie populaire. Et ce qui est drôle, c'est que ces clivages, on les retrouve notamment entre la zone périphérique qu'on retrouve chez Guy Luim, on les retrouve aussi dans cette classe moyenne de plus en plus déclassée. Là, on retombe sur les travaux de Louis Chauvel. C'est pour ça que dans mon livre, moi, je me suis beaucoup intéressé à des travaux de sociologues comme Pierre Vermeuren, Emmanuel Todd, Jérôme Fourquet. Et tous ces sociologues-là nous montrent très bien que justement, le clivage, il est plus forcément droite-gauche, mais il est comme ça vertical. Et donc, ça ne doit pas nous empêcher justement de continuer à défendre les valeurs de droite, ce genre de choses. Mais bien évidemment, il faut les prendre en compte, cette dimension sociale du clivage qui arrive en France et qui nous oppose justement ce bloc élitaire à ce bloc populaire. Exactement. Pour terminer, je vais te poser une ultime question. On a parlé tout à l'heure de Georges Sorel. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de son œuvre qui serait utile aujourd'hui pour un jeune qui ne le connaît absolument pas? Qu'est-ce qu'on peut retenir de Sorel? Justement, le mythe sorélien, c'est vraiment, le dépassement héroïque, et c'est justement la mise en action du peuple par un mythe mobilisateur. Sorel, ce qui est véritablement intéressant, c'est que ça a été un introducteur de la pensée marxiste en France, mais il va se séparer, du matérialisme historique, tu sais, qui était très dogmatique, en disant, arriver à certaines contradictions socio-économiques, automatiquement, ça débouchera par l'arrivée du prolétariat, dictature du prolétariat, abolition de l'État et apparition de l'État communiste. Tu sais, il y avait un peu cette eschatologie. Chaque fin en soi. Voilà, exactement, où on suivait un chemin de fer, et entre guillemets, on allait d'étape en étape arriver jusqu'à la société communiste. Sorel, c'est quelqu'un, justement, qui va absolument casser cette vision de l'histoire. Pour lui, on est plutôt dans des domaines de cycle. Et aujourd'hui, le domaine de cycle qui prévaut, c'est celui de la circulation des élites. On sent vraiment qu'il y a une volonté, et en tout cas, il y a une aspiration nationale dans les classes populaires
et aussi dans une certaine bourgeoisie qu'il ne faut pas renier. Parce que moi, quand je parle de bloc populaire, et moi je me bats pour que le bloc populaire justement arrive à gagner ses élections et arriver au pouvoir, il faut bien comprendre que le bloc populaire, il ne concerne pas que les classes populaires. Si tu veux, au moment du Risorgimento, il y a Antonio Gramsci qui va analyser cette situation qui est très intéressante, et il montre très bien que la constitution de l'État italien, donc là on revient en plus sur nos sujets précédents, tu vois, il y a un fil conducteur. Exactement. Et il montre très bien que comment dire, la nouvelle élite qui arrive au pouvoir, qui sont les bourgeoisies industrielles du 19e siècle, justement pour se débarrasser de l'aristocratie ancienne féodale italienne, elle va faire alliance avec justement une partie des classes moyennes montantes et avec une partie des classes du sud qui étaient propriétaires et qui étaient plutôt paysannes. Là, je renvoie nos auditeurs pour qu'ils comprennent bien cette situation, ils peuvent lire le livre de Lampedusa, Le Guépard, ou même le film de Visconti, avec Claudia Cardinal et Alain Delon. Voilà. Et on voit véritablement ce changement. Et aujourd'hui, je pense qu'on est exactement dans une même situation. On a besoin d'une élite, on a un changement des élites, mais par contre, ce qui change, c'est qu'à l'époque, le noyau, si tu veux, irradiant était la bourgeoisie. Parce qu'on avait une montée des élites, alors qu'aujourd'hui, le noyau irradiant qui a des intérêts matériels en France, c'est les classes populaires. Alors par contre, avec tous les inconvénients que ça peut amener. Par exemple, quelqu'un qui appartient aux classes populaires rechigne à se déclamer de ces classes populaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que quand on demande aux personnes comment ils se considèrent d'un point de vue sociologique, ils ont tendance à se surestimer un petit peu. Et c'est vrai que tu trouves peu de personnes et souvent même des classes moyennes déclassées qui vont se dire j'appartiens aux classes populaires, alors que dans leur origine des revenus et dans leurs revenus vraiment pris comme ça de manière frontale, ils appartiennent aux classes populaires, mais ils auront toujours une certaine réticence parce qu'ils n'ont pas envie de se faire cataloguer comme des assistés, comme ce genre de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une partie, par exemple, des Français de souche, souvent qui vivent dans des situations difficiles. On sait que c'est eux qui rechignent, par exemple, à demander des aides. Ils savent même pas les aides auxquelles ils ont droit. Alors que souvent, les populations primo-arrivantes vont vivre sur ces aides parce qu'ils savent très bien les réseaux, ce genre de choses. Et je sais pas, dans le peuple de souche français, même précarisé, ils résistent à un petit sentiment de fierté. On n'a pas envie d'aller demander des aides. Et c'est pour ça que tu as raison de mentionner que, bien qu'on soit sensible aux problématiques sociales, on n'est absolument pas misérabiliste ou ce genre de choses. Véritablement, à mon avis, l'identité sociale en France, c'est le petit propriétaire, et moi je protège le propriétaire. Je suis absolument pas un capitaliste pour la grande industrie, mais je suis pour la protection du petit propriétaire. Et tu sais, ça à l'époque, on avait des grands penseurs anglais, notamment Hilaire Belloc ou même Chesterton, qui protégeaient le petit propriétaire contre le capitalisme d'État, mais aussi contre le capitalisme financier. Maurras aussi, par exemple. Exactement. Et moi, je pense que l'identité profondément européenne, c'est cette identité du petit propriétaire, gardien sur sa terre, qui va élever justement sa famille, ce genre de choses, et qui s'oppose au pouvoir d'un côté politique exorbitant et d'un côté du pouvoir de l'argent. Alors là, il y a un côté bien évidemment un peu mythologique, mais cet idéal du soldat laboureur qui nous vient justement de Virgile, de la Rome antique. Moi, j'ai toujours tendance à considérer que le véritable fond de la civilisation française, et notamment européenne, c'est justement c'est Rome. Moi, j'ai le visage tourné vers Rome, c'est vraiment pour moi la source. Alors, je sais bien qu'il y a la Grèce, ce genre de choses, mais moi, je me sens vraiment romain, pour le coup, cristiano-romain. Je trouve que c'est vraiment l'identité de la France, elle se fonde là-dessus. Et donc, pour en revenir à notre sujet de l'hégémonie qui se renverse, à l'époque, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un bloc, il a sa strate sociologique, il a sa strate culturelle, et il a aussi son hégémonie, ou en tout cas la crise organique. Et aujourd'hui, cette crise organique, on la retrouve à tous les points de vue. D'un côté, on a une élite qui est libre-échangiste, d'un côté, un petit peuple qui est plutôt protectionniste. D'un côté, on a une élite qui est européiste, de l'autre côté, le peuple qui est plutôt nationaliste. Et tu vois, là, on retombe encore sur les mêmes données dont on parle depuis notre début de notre entretien. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les barons de la communauté? Tu veux conclure sur quelque chose? Moi justement, j'aimerais, c'est un grand mot, mais m'adresser à la jeunesse. C'est vrai que par rapport à mes livres, j'ai fait beaucoup de conférences ou ce genre de choses, que ce soit dans des partis politiques. Notamment, j'ai fait une intervention au RNJ ou même dans des syndicats étudiants comme la Cocarde, ou dans des groupes militants. J'ai été à Nice, j'ai été à l'Action française à Paris, bientôt je vais aller à Reims, à Lyon. Et c'est vrai que dans notre
dans notre génération, je trouve qu'il y a vraiment un élan comme ça, patriote, nationaliste, qui est vraiment intéressant. Et oui, j'espère de toutes mes forces et de toute ma volonté qu'on arrivera à concrétiser l'essai. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment un élan. Et justement, pour qu'il se concrétise de manière politique, je dis merde, entre guillemets, bon, c'est une expression un peu... Ouais, tu peux. J'ai envie de dire merde, en tout cas, aux pessimistes et à ceux qui découragent la jeunesse. Toute personne qui décourage la jeunesse est un salaud, que ce soit sur les points de vue démographiques, culturels, ce genre de choses. Il faut qu'on aille de l'avant. Moi, je suis certain que dans notre génération, il se passera quelque chose. Rodolphe, c'était un plaisir. Merci Jules. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aux barons qui ont regardé l'entretien jusqu'au bout. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Rodolphe et le doc. Ciao les barons.